À la une ce soir, 5 jours de fermeture administrative imposée au restaurant Le Lilies à Schœlcher. Une décision de la préfecture qui leur reproche d'avoir servi trop d'alcool à des clients avant de les laisser prendre la route. Partir en vacances en laissant sa maison en toute sérénité. Plusieurs méthodes existent. En plus des classiques systèmes d'alarme, l'opération Tranquillité Vacances revient pour la 43e année consécutive. Le projet d'aménagement du front de mer de Fonlaillé devrait être réalisé après 20 ans de procédure. Une convention entre la ville de Schœlcher et l'État a été signée ce matin pour lancer le coup d'envoi du programme. Enfin, Johnny Ajar est notre invité politique de ce mardi soir. Une semaine après les accusations de Michel Branchi d'une mauvaise gestion de l'ancienne majorité, l'élu de l'opposition vient exposer son point de vue sur les comptes de la CTM. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette tranche info que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. C'est une sanction qui devrait faire réfléchir en cette période de grandes vacances et d'amusement. Le restaurant Le Lilies à Schœlcher restera fermé jusqu'à vendredi prochain sur ordre de la préfecture pour avoir laissé des clients quitter leur établissement en état d'ébriété. Il leur est reproché d'avoir continué à servir de l'alcool à des consommateurs déjà ivres. C'est lors d'un contrôle routier que les clients ont indiqué qu'ils venaient du Lilies et depuis hier, le restaurant est fermé. Reportage d'Alizé Lutran et de Johan Boulard. Voilà, tu commandes. Merci. Bon appétit, bonne journée. Merci, à vous aussi. Donc, il y a ton hamburger. Place au système D pour Luna et son ami. Déjeuner au Lilies, c'est loupé pour cette fois. Qu'importe, elle profite quand même du site. En fait, on s'est fait livrer par une agence de livraison et voilà, on fait comme on peut quoi. On partir avec toutes nos affaires, donc je ne pense pas que ce soit grave qu'on ait mangé sur les tables. En 6 mois, plusieurs cas d'ivresse sur la voie publique de clients du Lilies ont été constatés par les forces de l'ordre. Dernier cas en date, le 22 mai. Les gendarmes interviennent sur un accident causé par un automobiliste en état d'ébriété qui sortait du bar de plage. Après plusieurs appels à la loi, la préfecture ordonne cette fois la fermeture administrative du restaurant pour 5 jours. Une décision qui étonne les habitués du lieu. Moi je dis que c'est pas l'habitude du patron parce que le patron il fait attention à sa clientèle, que quand il dit que tu as un verre en trop, c'est tu prends pas ta voiture, il s'assure qu'il y a un chauffeur qui boit pas. Je trouve ça tout à fait pas très bien parce que c'est vrai, bon, la voie publique elle est à tout le monde, les gens ils font ce qu'ils veulent, ils sont responsables d'eux et voilà, on ne doit pas fermer un restaurant pour ça. Je ne savais même pas que c'était pour ça que ça a été fermé. Pour les établissements qui possèdent une licence 4, celle qui permet la vente d'alcool sans nourriture, le Code de la santé publique stipule qu'il est interdit de donner à boire à des personnes manifestement ivres ou de les recevoir. De plus, l'arrêté préfectoral en vigueur restreint la vente d'alcool jusqu'à minuit en semaine et 2 heures du matin le week-end. Pour le directeur de l'hôtel La Batelière, propriétaire des murs du Lilies, chaque enseigne est tenue de respecter la législation. Tout établissement qui vend des boissons alcoolisées au-delà de 2 heures du matin a l'obligation légale d'avoir des alcotests pour pouvoir faire souffler ses clients pour vérifier leur état. Nous, à la Batelière, ne rentrons pas dans ce cadre-là. Nous arrêtons tout à 23 heures. Donc il n'y a personne qui sort de la Batelière en ayant bu après 23 heures. C'est pas possible puisqu'on a arrêté de servir. Donc tous ceux qui sortent de cette rue bien après 23 heures ne peuvent pas sortir d'un des points de vente de la Batelière en tant que tel. Ils sortent forcément soit de la plage, ils ont amené leur alcool avec eux, soit du Lilies où ils ont été servis après. Mais ça ne peut pas être de la Batelière. Donc déjà à ce niveau-là, au niveau des horaires, il y a une ségrégation facile à faire. Ensuite, je sais pas, de toute façon, si les gens ont consommé au Lilies, ils ont une facture, c'est facile à vérifier. Le Lilies devrait rouvrir ses portes samedi midi. À noter que les gérants des établissements qui ne respectent pas la loi sont passibles de 2 mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende. Au chapitre social, les militants de la CGTM-SOM ont bloqué l'accès au parc floral de Fort-de-France ce matin dès 4 heures. Une mobilisation pour dénoncer les agressions verbales qu'aurait subi un agent de la prévention et de la sûreté du site par un autre agent. La victime aurait alerté sa direction à plusieurs reprises en vain. Elle demande aujourd'hui au maire de la ville de prendre des mesures à l'encontre de l'agresseur présumé. Le directeur des services de la ville a reçu l'employé dès la fin de matinée. La mobilisation intervient en plein festival culturel de Fort-de-France. Voyez les précisions recueillies par Alizé Lutran et Johan Boulard. Ça fait 3 fois qu'il m'agresse verbalement, ça fait 3 ans aujourd'hui. Donc la première fois dans l'exercice de mes fonctions, alors que j'étais en train de vérifier les moyens d'extinction sur le site, ce monsieur m'a invectivé
et il a voulu me frapper. J'ai fait un rapport à mon supérieur qui a transmis au supérieur hiérarchique et jusqu'ici je n'ai eu aucune réponse. Donc j'attends une demande d'explication, savoir et comprendre pourquoi ce monsieur réagit de cette manière envers moi. Nous avons un problème de sécurité à la mairie de Fort-de-France puisque nos agents qui sont responsables de la sécurité du Grand Carbet et du Parc Floral ont comme mission de sécuriser le lieu avant chaque spectacle. Or, à chaque fois qu'ils font cette mission-là, ils sont virés ou activés par un monsieur du CERMAC. Par conséquent, nous ne sommes pas d'accord. Ce monsieur n'a aucun diplôme de sécurité. Il n'est même pas technicien sur le Grand Carbet. C'est un agent qui nettoie le Grand Carbet. On demande au maire de demander à ce monsieur de rester tranquille et de laisser les agents de sécurité qui sont titulaires du SIAP 1 et SIAP 2 de faire leur travail en toute quiétude. Je pense que le maire va trouver une solution radicale. Si tout va de solution radicale, le parc va rester comme cela, fermé, parce que nous sommes en droit de retrait. Tant que le danger persiste, on ne pourra pas reprendre le travail. Comment partir en vacances en laissant sa maison en toute sérénité? Une question que vous êtes certainement nombreux à vous poser en ce moment. Alors, outre la surveillance à distance de votre logement, d'autres dispositifs existent, tels que l'opération Tranquillité Vacances proposée depuis 43 ans maintenant. Voyez les précisions de Sandrine Claude. Première ronde de la journée et déjà une suspicion d'effraction pour ces policiers. On a vérifié l'arrière du bâtiment. Tout ça a l'air correct. Une fausse alerte donc, pour cette fois. Là, on a pensé qu'il y avait une porte à l'arrière qui était ouverte. En fait, c'était effectivement, il y avait une porte ouverte, mais c'est dans le dispositif même de la maison et il y a des grilles de protection. Et à partir de ce moment-là, on interviendrait. On ne sait pas s'il y aurait un cambrioleur en action ou bien simplement faire constater le cambriolage et avertir le propriétaire de la maison. La patrouille se poursuit. Ici, les propriétaires ne sont pas toujours présents. Alors pour eux, 2 précautions valent mieux qu'une. C'est ma compagne qui a sollicité la police, comme elle n'est pas là. Et comme moi, je suis de temps en temps dans l'appartement, donc c'est pourquoi elle a sollicité les policiers qui puissent passer de temps en temps, voir s'il n'y a pas un cambriolage, quelque chose d'anormal. Ça rassure quand même de voir les policiers qui passent, qui font leur travail. En marge du dispositif, la police préconise l'équipement des foyers en système d'alarme. Détecteurs de mouvement, caméras ou encore sirènes, il y en a pour tous les goûts et pour toutes les bourses. Nous avons 3 systèmes d'alarme. Donc on a le premier prix. Le premier prix, c'est le pack normal qui se branche sur le réseau téléphonique. On a le milieu de gamme qui se branche avec une puce carte SIM téléphone portable. Et on a le modèle haut de gamme qui est évolutif et aussi qui fait domotique. C'est-à-dire qu'avec ce système-là, vous pouvez rajouter une caméra, vous pouvez contrôler en cas d'inondation. Là, le système peut s'activer. Le dispositif Opération Tranquillité Vacances est quant à lui gratuit. Il suffit de remplir un formulaire et de le transmettre au commissariat 2 jours avant son départ. À ce jour, près de 200 propriétaires ont adhéré à l'opération en Martinique. Le front de mer de Font-l'Aillé devrait enfin évoluer. C'est en tout cas l'objectif de la signature ce matin d'une convention de concession d'utilisation du domaine public maritime. Il s'agit d'un partenariat entre la ville de Schœlcher et l'État qui devrait permettre un aménagement portuaire d'intérêt territorial. Cela fait des années que les riverains attendent de voir leur port de pêche progresser et ils restent perplexes quant à le voir enfin réalisé. Voyez ce reportage de Luis Samas. La convention est signée. Elle lance concrètement le projet de réaménagement de tout ce front de mer. Une plage restée naturelle, avec des yolles qui reposent sur le sable. Ici, peu ou pas de structure destinée aux pêcheurs, si ce n'est cette chambre froide. Alors, on veut bien croire à l'annonce d'un aménagement portuaire qui comprend des abris, un moyen de levage ou des étals, entre autres. Sauf que cette nouvelle fait l'effet d'une arlésienne pour la dizaine de professionnels de la mer que compte Font-l'Aillé. Depuis des années, nous sommes leurrés en quelque sorte, parce qu'on a mis beaucoup de ressources de notre part dans des réunions. Nous avons élaboré effectivement des esquisses de la pite avec des cabinets. Vous voyez, nous avons des bateaux qui sont au mouillage. Pour pouvoir accéder à notre bateau, nous sommes obligés d'avoir une planche à voile pour aller récupérer le bateau, pour pouvoir exercer notre activité. Donc le port, du moins la pite, est une nécessité vitale pour le développement de l'activité pêche de cette commune qui est enclavée, qui est le Font-l'Aillé. Pourtant, ce projet n'a jamais été aussi près d'être réalisé. La convention de concession signée entre la municipalité schœlcheroise et l'État marque une étape importante dans sa création. Des études géotechniques et quelques travaux sur la station de pompage du quartier sont effectués.
car il est aussi question dans un deuxième temps de faire des aménagements urbains, ouvrages routiers, places de stationnement ou aires de jeu. Mais les habitants du bourg sont aussi sceptiques que les pêcheurs. Certains craignent même de voir disparaître l'authenticité de leur plage. Personnellement, je ne sais pas si ça va se faire, mais ça fait pas mal de temps qu'on en parle de ça. Mais il ne faut pas dénaturaliser parce que le touriste il vient pour quoi? Pour les cocotiers, pour le sable, pour les résiniers quoi. Mais il ne faut pas trop mettre de béton. Renforcement de l'activité pêche, aménagement et désenclavement du quartier. Une bonne nouvelle pour les commerçants comme Marie-Claire. En 20 ans, elle a vu ses pères quitter Fond-la-Haye. Elle espère que le projet redonne une seconde vie à l'économie locale. À part deux petits commerces qui se battent pour subsister, la vie à Fond-la-Haye est assez monotone, quoi. Donc je pense que ça ramènerait des familles. On a l'exemple de Chelcher, où les gens ne connaissaient absolument pas le bourg, mais vraiment pas du tout. Je ne savais même pas si ça existait. Et le fait qu'on ait créé la place des Arawaks, ça a ramené vraiment du monde. Mais au-delà du seul quartier de Fond-la-Haye, c'est tout le littoral chelcherois que la municipalité compte dynamiser. Ce projet consiste non seulement à créer un port de pêche, mais aussi sur Anse-Madame, Lido, un village nautique, sur Madiana, la création d'un village de plaisance, et sur Batelière, la création d'activités artisanales tournées autour justement des réparations de moteurs de mer. 8 830 000 € pour l'aménagement portuaire et plus d'1 million pour la tranche embellissement urbain du quartier. En tout, ce sont près de 10 millions d'euros qui sont nécessaires à ces projets. Il est secrétaire général du PPM, président de la Société publique locale de transport de Martinique. Il est également élu de l'opposition au sein de la CTM et a souhaité faire jouer son droit de réponse suite à l'interview de Michel Branchi sur ce même plateau la semaine dernière. Johnny Ajar est notre invité politique de ce mardi soir. Bonsoir à vous. Bonsoir, bonsoir à toute la Martinique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors la semaine dernière, Michel Branchi nous expliquait que les comptes de la CTM étaient dans le rouge à cause de l'ancienne majorité. Avant de commencer, on va regarder un extrait de ce qu'il disait pour que les téléspectateurs se mettent bien dans la situation. Regardez. J'ai apporté là un document qui s'appelle le document comptable. Bon, okay. C'est un pavé, on n'aura pas le temps de le dire. Mais Alors, non, parce que j'accuse de l'opposition de fainéantisme parce qu'il ne veut pas lire. D'accord. Bon, alors, il s'agit donc de comptabiliser, n'est-ce pas, les recettes à réaliser et les dépenses à réaliser. Alors, qu'est-ce qui vous oppose là, finalement? Alors, finalement, nous avons un déficit, un excédent constaté par le PE de 36,4 millions. Et nous constatons un déficit compte tenu de ce qu'on appelle les restes réalisés, c'est-à-dire les dépenses et les recettes qu'il faut comptabiliser, de 1,3 million. Mais tout ça, c'est la faute de l'ancienne équipe ou c'est la faute de l'ancienne équipe. C'est la faute de l'ancienne équipe parce que pendant cette année 2016, il a fallu payer des factures, des retards qui sont accumulés quelquefois depuis 2011. On a calculé que sur l'exercice 2016, il a fallu payer 256 millions de dépenses réalisées dans les exercices antérieurs. Alors, on vient de le voir, Michel Branchi a déclaré que finalement, la CTM passe beaucoup de temps à payer des dettes de l'ancienne majorité. Alors, je suppose que vous n'avez pas la même analyse. Expliquez-nous comment ça se fait que vous n'ayez pas, avec les mêmes chiffres des comptes de la CTM, vous n'ayez pas la même analyse déjà. C'est simple, c'est la différence entre la bonne foi, la mauvaise foi, le mensonge, la vérité et la malhonnêteté intellectuelle et l'honnêteté. Il faut être clair, la première réponse, ce n'est ni la mienne, ni celle d'aucun élu. C'est celle de la Chambre régionale des comptes, qui dit qu'il y a un excédent d'1 demi-million pour le compte administratif 2015 et qui dit que la CTM actuelle, les gouverneurs actuels ont volontairement oublié 83 millions d'euros de recettes. Donc, sur ce point-là, c'est une réponse claire, nette, non discutable. Alors, Michel Branchi disait que les financements qu'il manque, en fait, il y a des chèques, entre guillemets, qui sont dehors. C'est ce qui explique que vous n'ayez pas la même analyse. C'est complètement faux, parce que non seulement il y a peut-être des dépenses dehors, mais il y a aussi des recettes dehors. C'est ce qu'il faut bien comprendre. Et c'est dommage, parce qu'il est venu avec un document, mais il y a un autre document qui ne nous remet pas et qu'on a rendu public et que je vous ai remis. C'est le bilan détaillé, la page 4 du bilan détaillé du compte de gestion du PER, qui explique très clairement, en termes de recettes certaines, il y a 166,6 millions d'euros de titres émis, mais non encore recouvrés. Plus,
il termine l'année avec 84 millions d'euros de recettes. Ça fait un total de 251 millions d'euros de recettes certaines pour l'année 2016. En face, en dépenses, il y a 104,6 millions d'euros de dépenses à mandater, donc à payer. Quand vous faites la différence, 251 moins 104,6, c'est clair, il reste un excédent de plus de 146,4 millions d'euros. Donc on ne peut pas venir parler de déficit et il y a une traçabilité des dépenses. Il a parlé de restes à réaliser, mais il n'y a pas que des restes à réaliser en dépenses, il y a aussi des restes à réaliser en recettes. Et aujourd'hui, il y a une vraie manipulation, il y a un vrai mensonge. J'invite tout le monde à ne pas me croire, mais à aller regarder le bilan détaillé. Chaque chef d'entreprise peut le regarder. Regardez le total pour 2016 de ce qu'il y a en recettes certaines, 251 millions, et le total qu'il y a payé, 104,6 millions. Vous faites la différence, les choses sont claires, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de discussion possible. Malheureusement, ce document n'a pas été remis aux élus de la CTM. Il a fallu aller le chercher. C'est un document qui doit être public, donc n'importe qui peut le demander, et nous l'avons rendu public sur les réseaux sociaux. Alors, on a l'impression que l'opposition, c'est même plus une impression, que l'opposition et la majorité sont dans une guerre sans fin, quitte à ce que les projets n'avancent pas. Alors, justement, on va parler du TCSP, qui aujourd'hui, bon, il y a la phase de test, mais on se demande où ça en est. Est-ce qu'il va bientôt circuler, ce TCSP? On est dans le même principe de la manipulation. Aujourd'hui, il commence à nous expliquer que finalement, le TCSP ne roulera pas en 2017. L'année dernière, c'est un problème de clé qui avait disparu. Cette année, ce sont des financements qui n'auraient pas été bien évalués par l'ancienne majorité. Ça n'a rien à voir avec les financements. Ça n'a rien à voir avec les financements. Je dis très clairement aujourd'hui, ils ont créé une autorité unique qui est une coquille vide d'ailleurs. Dans la prochaine plénière, vous allez voir, il y a un certain nombre de délibérations illégales qui vont être prises parce que la coquille qui est censée organiser le transport n'est pas prête à organiser le transport. Il y a juste un président, Alfred Marie-Jeanne, un premier vice-président, M. Boutrin, et il n'y a aucun moyen de mettre en place une politique de transport en 2017 à travers l'autorité unique. Le deuxième problème, c'est qu'ils n'ont pas commencé ne serait-ce qu'une première réunion de négociation avec les chauffeurs de taxi. Vous savez, le TCSP, c'est 14 km. Mais quand vous arrivez aux gares de connexion à Carrère et à Mao, il faut bien prendre un chauffeur de taxi pour monter à Sainte-Anne, par exemple, ou pour monter à Sainte-Marie. Sauf qu'ils n'ont pas encore commencé la négociation pour la réorganisation des taxicos en termes de connexion avec le TCSP. Donc, il est évident qu'en septembre, rien ne roulera. Mais c'est simplement essayer de se dérober pour toujours renvoyer vers d'autres la responsabilité de ce qu'ils sont censés assumer par désir de vengeance. Et quand on revient au compte de la CTM, quand on prête 210 millions d'euros à une collectivité, c'est parce qu'elle est en bonne santé financière, c'est parce que les banques ont toutes les garanties. Et chaque chef d'entreprise sait très bien que pour obtenir un prêt bancaire auprès de n'importe quelle banque, il faut avoir des garanties sérieuses. Et c'est le cas de la CTM, donc la santé financière est excellente. Mais vous annonciez également un début de circulation beaucoup plus tôt. Or, les négociations avec les chauffeurs de taxico n'étaient pas non plus avancées. Donc, est-ce que si vous étiez à la majorité, ça aurait... Excusez-moi de vous contredire, mais nous avions préparé depuis décembre, j'étais président de la commission de transport du Conseil général. Et ce n'était pas abouti en tout cas, même s'il y avait eu des débuts de négociation. Rappelez-vous, il y avait des grèves, les négociations avaient commencé depuis plus de 6 mois. Mais c'était loin d'être abouti. Elles étaient quasiment abouties puisqu'on avait voté le montant de l'indemnisation de 80 000 euros pour les chauffeurs de taxi. Mais il y avait un gros désaccord sur le montant de l'indemnisation quand même. Le désaccord aujourd'hui est passé, parce qu'aujourd'hui, il n'en parle même plus, d'accord? On était prêt, il suffisait de mettre en place des compensations financières pour perte de kilométrage, parce que les chauffeurs de taxi n'allaient plus descendre à Pointe-Simon, mais allaient s'arrêter à Carré et à Mao. C'est un système de compensation, puisqu'on était dans un service public de transport. Tout était déjà calé pour qu'en juin 2016, le TCSP roule. Malheureusement, aujourd'hui, on n'est pas dans une dynamique, on est dans la punition du peuple pour donner le sentiment que ceux qui étaient là avant ont mal agi. Et là où c'est malheureux, c'est qu'on a pris le peuple martiniquais en otage, pas seulement à travers le TCSP, mais à travers l'absence d'investissement sur l'année 2016. Je rappelle que c'est près de 250 millions d'euros de moins d'investissement en un an dans un pays où le chômage est très important et on a besoin véritablement de créer des richesses et de la valeur ajoutée. Et là, c'est vraiment dommage de se retrouver dans cette situation, juste pour pouvoir dire ce sont des mauvais gestionnaires, tant pis, aujourd'hui on ne peut rien faire. Mais en fait, comme ils n'ont pas de projet non plus. Donc c'est de la mauvaise volonté selon vous? Mais non seulement c'est de la mauvaise volonté, mais on appelle ça le populisme. Vous savez, le populisme, Césaire en a une définition claire. C'est une culture à base de négativisme qui déstabilise le peuple pour le rendre
véritablement le démoraliser et le rendre disponible à tout catastrophisme et à tout catastropheur. Eh bien, les catastropheurs, c'est eux. Le catastrophisme est actuellement depuis 1 an en cours puisqu'il n'y a pas d'argent, on ne peut pas faire, alors qu'en fait, il n'y a pas d'idée, il n'y a pas de projet. Il y a beaucoup d'argent. Le bilan du compte de gestion l'exprime très clairement et ceux qui veulent le regarder pourront en se faire leur propre idée sans avoir à croire ni Johnny Ajar ni qui que ce soit. Je rappelle qu'un budget est voté en équilibre. Quand vous faites une autre dépense, il y a également une recette en face et aucune opération d'investissement ne peut se faire si, justement, budgétairement, en recettes et en dépenses, on n'a pas cet équilibre. Alors, dernière question, ça concerne les sénatoriales. Quel est le positionnement du PPM et de EPMN plus largement ? Aujourd'hui, le PPM a fait un comité national hier soir, donc il a mis en place le processus avec un comité d'investiture. D'ici une quinzaine de jours, le PPM, à travers la concertation des balisés, dans la transparence, la démocratie, fait jouer le processus normalement. Il y aura une rencontre de l'Alliance également, de façon à ce que le processus soit fait de manière la plus concertée. Mais il n'y a pas de nom encore qui circule Pour le moment, l'ouverture du dépôt des candidatures s'est fait aujourd'hui, donc nous attendons que les candidats puissent déposer leurs candidatures et elles seront transmises au comité d'investiture qui fera son travail d'analyse et de réception des candidats. Très bien. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Restez avec nous à suivre dans un instant. Nous irons en Guyane avec le programme J'apprends à nager lancé par la ville de Cayenne. Il s'agit d'initiation à la natation pour éviter les risques de noyade pendant ces grandes vacances. 9 jeunes de la mission locale du Nord sont en voyage au Canada pour participer à un séminaire de l'Institut du Leadership de Montréal. Ils recevront un diplôme après leurs 7 jours d'apprentissage. Et puis dans notre JT des communes, nous vous parlerons de Victoire, très connue au Mort-des-Esses pour la qualité de ses liqueurs aux parfums originaux. Mais avant, direction la Guadeloupe où 2 individus condamnés pour agression sexuelle et meurtre se sont évadés du centre pénitentiaire de Baie-Mahault dans la nuit. Les 2 hommes originaires des îles de Sainte-Lucie et Saint-Vincent ont été condamnés en 2016 par la cour d'assises de Fort-de-France pour violence armée, agression sexuelle, rébellion sur dépositaire de la force publique et extorsion et meurtre au coutelas, respectivement à perpétuité et à 12 ans de réclusion avec une peine de sûreté de 6 ans. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de leur évasion, mais il semblerait que les 2 hommes aient réussi à écarter les barreaux de leur fenêtre avant de s'échapper par le toit. Un appel à témoins a été lancé dans l'île Sœur pour les retrouver. Toujours en Guadeloupe, un jeune homme de 27 ans a été poignardé au thorax hier après-midi dans la commune de Basse-Terre. Il aurait tenté de se réfugier dans une épicerie avant de s'effondrer. Les secours n'ont rien pu faire pour le sauver. Ce serait un différend amoureux qui serait à l'origine de ce meurtre. C'est un reportage de Nathalie Dinan, Moïse Dexter et Patrick Curie. Ambiance pesante et tendue au bas du bourg, au lendemain de la mort d'un homme poignardé au cœur. C'est dans cette épicerie que la victime est venue se réfugier avant de s'écrouler. Les secours arrivés rapidement n'ont rien pu faire. L'homme âgé de 27 ans était en arrêt cardio-respiratoire. Je trouve déplorable parce que malheureusement, on réagit toujours par la violence. Or qu'il y a plusieurs façons de réagir. Il faut savoir qu'avant, quand on était jeunes, plus jeunes, nous, on se battait avec nos poings et tout. Et que malheureusement, c'est 2 familles qui se retrouvent dans le deuil. Je ne chercherai pas à dire si je connais ou pas. Je parle en général pour tout le monde parce que ça aurait pu être ma mère, ça aurait pu être moi qui suis maman et n'importe qui. Le malheur peut frapper à n'importe quel moment à la porte de n'importe qui. On s'y attend jamais. Ce bar-là, c'est fermé le lundi. Exceptionnellement, j'ai entendu comme tous les autres ce qui s'est passé. Non, ce que racontent les gens, il n'y a qu'un jeune qui a tué un autre jeune que je ne connais pas du tout. C'est tout. Mais je n'ai pas cherché à savoir plus que ça, ni comment, ni pourquoi. Selon les premiers éléments recueillis, ce serait une bagarre sur fond de querelle amoureuse qui a viré à l'homicide, le 20e depuis le début de l'année, survenu dans ce quartier dont la réputation est jugée mauvaise. À l'époque du Bas-du-Bourg, où j'ai connu du Bas-du-Bourg, ce n'était pas les mêmes jeunes, c'était à mon époque, en 73. Il y a plein de jeunes qui n'étaient pas encore nés. Donc en fin de compte, je ne connais aucun de ces jeunes-là qui sont là actuellement. Actuellement au Bas-du-Bourg, on ne trouve pas les jeunes du Bas-du-Bourg eux-mêmes, ils ne sont pas ici. Ils sont partis faire leur étude. Le Bas-du-Bourg est peut-être sali, mais par des étrangers qui viennent salir le Bas-du-Bourg. Le Bas-du-Bourg est un beau quartier. Il n'est pas plus mal que les autres quartiers parce qu'on parle du Bas-du-Bourg. Il y a l'Oricis, il y a beaucoup de quartiers comme Mortenol et tout ça. Il faut savoir que dans tous les quartiers aujourd'hui, il y a de la violence. L'auteur présumé recherché par les enquêteurs de la brigade criminelle était venu réclamer des comptes à la victime. Les 2 hommes, l'esprit échauffé, en sont venus très rapidement aux mains. Une enquête a été ouverte. Elle devra déterminer
les circonstances exactes de ce drame. Direction la Guyane où, comme chez nous, des programmes d'initiation à la natation sont proposés pendant ces grandes vacances. La ville de Cayenne a lancé le programme « J'apprends à nager » pour diminuer au maximum les risques de noyade des plus jeunes, même si, comme nous l'avons vu hier soir avec notre invité, la vigilance reste de rigueur. Voyez ce reportage de Jonathan Lariot et de Jade Létard-Mitton. Pour Tracy, se jeter à l'eau n'est pas chose facile. Mais aujourd'hui, la jeune nageuse n'hésite pas à vaincre sa phobie. Comme on a fait tout à l'heure, comme tu m'as montré le bonnet. Allez. Voilà. On a fait les battements dans l'eau, avec la tête dans l'eau. C'était difficile, très difficile. Pendant les vacances, entre 20 et 50 enfants issus des quartiers défavorisés de Cayenne participent à l'opération « J'apprends à nager ». Au-delà des mouvements de base, certains ont déjà des objectifs bien précis en tête. J'ai envie d'être une grande nageuse pour quand je vais participer à quelque chose que je gagne. Pour que je vais une professionnelle et apprendre à mes enfants à nager. C'est la deuxième année consécutive que la ville de Cayenne et la DJSCS proposent ces stages de natation estivaux. Une initiative qui permet à ces jeunes Cayennais d'apprendre à évoluer en milieu aquatique en toute sérénité. On n'apprend pas à nager comme ça, donc il y a tout un processus, on va dire. Donc d'abord, on fait une entrée dans l'eau, c'est-à-dire on vous montre comment ça se passe, qu'est-ce que ça fait d'avoir la tête dans l'eau, parce qu'on ne marche pas et puis on a la tête dans l'eau. Qu'est-ce que ça fait aussi de ne plus avoir à nager, puis on sent le sol. Donc c'est différents processus qui au final va nous permettre à l'enfant d'être autonome dans l'eau. Jusqu'au mois de septembre, chaque session dure 15 jours. Un moment plein de soleil et de bonne humeur. Direction le Canada où 9 jeunes de la mission locale du Nord sont en voyage pour participer à un séminaire à l'Institut du Leadership de Montréal. Il s'agit de jeunes chefs d'entreprise martiniquais qui ont démarré leur activité mais qui souhaitent compléter leur formation d'entrepreneur. Après leurs 7 jours d'apprentissage, ils recevront un diplôme. Voyez ce reportage d'Hélène Éloi Blessés. Les jeunes chefs d'entreprise de la mission locale Nord sont assis parmi des entrepreneurs canadiens, mais aussi africains. L'entrée en matière donne le ton, on parle de stratégie, la base du leadership. Oui, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui valorisent beaucoup l'action au quotidien. Ils sont souvent dans les tranchées, en train de développer, répondre à des clients. On est très, très, très réactifs. Le quotidien absorbe beaucoup, une bonne partie de la journée d'un dirigeant. Et la stratégie, c'est une belle façon de prendre du recul, de pouvoir prendre un ou deux pas en arrière, de se poser la question où je vais amener mon organisation par opposition à être strictement réactif et puis réagir aux circonstances. Tony et Leslie, malgré leur récente expérience dans le domaine, l'ont bien compris. C'est une journée très positive parce que, bon, après, on en a appris sur la stratégie, sur un peu tout ce qui était le sens, les choix. Donc on effectue des missions sans savoir pour autant où on va aller, où ça va nous mener. Et ça nous permet de plus cibler ce genre de besoins-là et donc de remettre en question toute l'organisation, de se refixer des missions, mais en donnant un sens à ces missions. Cet institut pronostique déjà que les chefs d'entreprise de demain devront être des leaders participatifs. Un chef qui est habile à communiquer, on est dans l'ère des communications, qui va savoir où ce qui s'en va et veut pas, qui va partager son pouvoir, qui va être capable de diffuser son pouvoir avec les autres. La clé du succès première, une fois que votre idée est lancée, que vous êtes vraiment, vous avez démarré, c'est certainement la qualité et le niveau de mobilisation des gens qui vont se joindre à vous dans votre belle aventure. Pour moi, c'est la condition première. Les échanges promettent d'être fructueux. C'est la promesse de cette semaine de formation sur l'entrepreneuriat à l'Institut du Leadership de Montréal. ATV toujours plus proche de vous vient votre rencontre dans les quartiers. C'est l'heure de notre JT des communes.
Un JT des communes qui commence avec cette info santé. Un épisode de pollution en particules fines est en cours sur notre territoire. L'indice de la qualité de l'air était médiocre aujourd'hui avec un indice de 7 sur une échelle de 10. Les prévisions pour demain annoncent une aggravation de la situation avec un indice de 9 sur 10 avec une qualité de l'air mauvaise. Information pour ceux qui souhaitent faire un don de sang demain. Un camion de l'EFS sera stationné sur le parking du centre commercial La Galeria de 9h à 14h. Comme chaque jour ouvré, l'équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la maison du don au CHU Pierre-Zob d'Aquitman au quartier La Ménard à Fort-de-France. Direction Sainte-Marie, à Morte-des-Esses, à la rencontre de Victoire, considérée par ses clients comme la spécialiste des liqueurs. Elle propose plusieurs parfums originaux, patates douces, fruits à pain, mais aussi les classiques aux fruits. Hubert Bornil vous l'avait présenté à l'occasion des fêtes de fin d'année l'an dernier. Ce soir, je vous propose de la redécouvrir avec, pourquoi pas, une idée de cadeau pour ceux qui ont de la famille venue en vacances en ce moment. Regardez. Là, je suis les conseils avisés de Victoire, une jeune dame de Morte-des-Esses. Elle fait toutes sortes de liqueurs. Nous l'avons suivi un petit peu dans son programme. Vivi, comme on la surnomme dans le quartier, est souvent très occupée en ce moment par la confection de ses liqueurs. Une vraie passion qu'elle s'est découverte il y a tout juste 2 ans. Moi, je travaille en tant qu'employé de snack bar dans un libre-service. Ça, c'est à mes heures perdues. Dans sa cuisine très tôt, le matin, elle est déjà à l'œuvre. Sa fille Lauriane n'est jamais bien loin, c'est la goûteuse maison. J'ai été adoptée par ma grand-mère depuis l'âge de 3 mois. Donc elle aimait faire ça, donc c'était ma passion de rester à ses pieds. Donc j'ai pris la relève après son décès. Tu peux venir? Juste. Tu me dis ce qui manque dedans. Un peu de sirop. Nous ne verrons pas toute la collection de liqueurs de Viviane, mais à la vue de ces quelques bouteilles installées sous sa véranda, on peut se faire une petite idée de ce que les liqueurs peuvent représenter pour les Naples. Ma liqueur de fouille à pain. Déjà en temps normal, j'aime beaucoup le fouille à pain. Mais là, ça va, c'est très bon, c'est doux. Comme elle a dit, effectivement, il n'y a pas beaucoup d'alcool. Donc après, les hommes peuvent rajouter leur alcool comme ils veulent. Ensuite, il y a la liqueur de patates douces que je tenais à présenter. J'en ai une très grande demande. Mes amis achètent pour envoyer en métropole pour faire leur fête. Moi personnellement, j'ai une grande demande. Bon, Victoire, bon courage et puis à bientôt. Et c'est ainsi que s'achève votre journal local et régional. Avant de vous quitter, je vous rappelle les titres qui ont été développés ce soir. 5 jours de fermeture administrative imposée au restaurant Le Lilies à Schellcher. Une décision de la préfecture qui leur reproche d'avoir servi trop d'alcool à des clients avant de les laisser prendre la route. Partir en vacances en laissant sa maison en toute sérénité. Plusieurs méthodes existent. En plus des classiques systèmes d'alarme, l'opération Tranquillité Vacances revient pour la 43e année consécutive. Le projet d'aménagement du front de mer de Font-Layet devrait être réalisé après 20 ans de procédure. Une convention entre la ville de Schellcher et l'État a été signée ce matin pour lancer le coup d'envoi du programme. Enfin, Johnny Ajar était notre invité politique de ce mardi soir. Une semaine après les accusations de Michel Branchi d'une mauvaise gestion de l'ancienne majorité, l'élu de l'opposition a exposé son point de vue sur les comptes de la CTM. Restez sur ATV, la suite de vos programmes. Retrouvez dans un instant une rediffusion de l'émission Destin d'Outre-mer avec un portrait de Cécile, une femme de petite taille qui se bat chaque jour pour avoir une vie normale et être acceptée comme elle est. Je suis une personne de petite taille, c'est à redécouvrir à 19h40, suivi à 20h de 2 épisodes de la série Flash. Quant à moi, je vous retrouve avec plaisir demain soir dès 18h50 pour les titres. Passez une bonne soirée avec nos programmes et à demain.